Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, bienvenue au CPP, au Café Presse Politique, en ce mercredi 27 mai. Sahaïdkoum, très heureux de vous retrouver, Fliftar, toujours détendu, dans notre espace de débat, cette fois-ci avec un nouveau plateau et le retour de Hassan Mouali. Hassan, bonjour. Bonjour Hassan, Ça fait un moment, toujours un plaisir de t'accueillir au Café Presse Politique. Ouais. Hassan, journaliste. Samir Larabi, merci. Bonjour, merci d'être avec nous. Invité un peu à la dernière minute, qui a fait l'effort de venir des confins de la wilaya de Blida. Hein, qu'il va falloir rejoindre tout à l'heure avant la limite du couvre-feu. Ça va? Oui, ça va. Marhaba bik. Hussein Velaloufi, écrivain, journaliste au long cours par ailleurs. Marhaba bik. Merci d'être avec nous. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, et c'est aussi pour cela que nous avons décalé l'horaire de l'enregistrement de cette émission au début d'après-midi, aux toutes limites du couvre-feu, pour permettre au professeur El-Houari Addi d'être avec nous à partir de Washington, où il est professeur invité à l'université de Georgetown. Et donc de Washington avec nous, professeur El-Houari Addi, professeur invité à l'université de Georgetown en ce moment pour débattre avec nous au Café Presse Politique. Marhaba bik, on va pouvoir aborder une question essentielle. C'est celle du régime autoritaire qui est en train de se mettre en place. Avec cette question, est-ce que l'Algérie peut être encore dirigée par un régime autocratique dans les prochaines années? C'est une vraie question. Les Algériens pensaient en être sortis avec le 22 février 2019. Ce qui se passe depuis plusieurs mois tend à nous laisser penser que ce n'est pas le cas et qu'il y a la volonté de revenir à un régime autoritaire tel que nous l'avons connu, en gros, depuis l'indépendance. Si on peut enlever la parenthèse enchantée de octobre 88 à l'arrêt du processus électoral et les semaines qui ont suivi. Alors, je m'adresse en priorité à peut-être El-Houari Addi. El-Houari Addi, est-ce que vous vous attendiez à ce que, après le 12-12, après que l'armée ait remis un président à Al-Mouradia, il y ait une véritable ouverture, sachant que, un peu comme en 88, on a commencé d'abord par faire réélire, les gens l'oublient, on a commencé par faire réélire Chadli Benjdid pour un troisième mandat, avant d'engager les réformes. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait une redistribution du pouvoir, avec notamment le processus constituant et la création de nouvelles institutions plus démocratiques? Ou est-ce que vous n'êtes pas surpris finalement par le cours des événements? Je suis un peu surpris par la rigidité avec laquelle la hiérarchie militaire réagit au Hirak. Je crois que la hiérarchie militaire tient beaucoup plus à son unité de corps, au changement. Parce que un changement, si petit soit-il, voudrait dire la mise à l'écart d'un certain nombre de généraux. Et j'ai comme l'impression que la hiérarchie militaire tient à son unité de corps. Et donc cette unité de corps, qui est en d'autres circonstances une bonne chose, il ne faut pas que l'armée se divise, cette unité de corps est le principal blocage ou l'intimidation pour des changements. Moi, je m'attendais à ce que ce soit la hiérarchie militaire qui dirige une transition homéopathique graduelle, un retrait de l'armée sur 5 ans, sur un mandat ou 2 mandats. Est-ce que c'est trop tôt pour se prononcer? Je n'ai pas l'impression qu'ils vont vers... là où la hiérarchie militaire va, c'est vers une rationalisation
du même modèle qui existe depuis l'indépendance. C'est-à-dire, ils se sont dit, nous avons fait la bêtise d'accepter 4 ou 5 mandats de Bouteflika, nous allons changer la Constitution, le président n'aura que 2 mandats. C'était déjà le cas. Hein. Il faut faire attention. C'était déjà le cas dans la Constitution de 2016. Hein. De 2016. Nous avons fait la bêtise de laisser la corruption chez les civils s'étendre. Nous allons changer, nous allons être plus stricts. Voilà dans quel état d'esprit sont les militants, les généraux. Ils ne sont pas dans l'état d'esprit d'une rupture voulue par le Hirak. Et qu'est-ce que j'entends par rupture? La deuxième phase de la construction de l'État. La deuxième phase. Et cette deuxième phase, les militaires, ils ont leur rôle à jouer. Pourquoi? Parce que ce sont le seul acteur politique officiel, et le paradoxe de l'Algérie, c'est que le seul acteur politique officiel ne reconnaît pas qu'il est un acteur politique. Alors, comment voulez-vous faire de la politique avec quelqu'un qui vous dit « Anakhateni » regarde, je chauffe le président. Mais le président n'a aucun pouvoir pour prendre des décisions politiques. Voilà le problème de l'Algérie. Le problème de l'Algérie, c'est que la hiérarchie militaire, qui est le seul acteur politique, ne veut pas reconnaître qu'elle est un acteur politique. Voyez-vous? Et c'est peut-être un peu tard pour qu'elle le reconnaisse parce que justement le Hirak du 22 février l'invite à cesser d'être cet acteur politique. Hossein Bellaloufi, surpris ou pas surpris par la non-redistribution de pouvoir, ne serait-ce que des pouvoirs relativement marginaux par la présidence et l'armée? Moi, je pense que le pouvoir est confronté aujourd'hui à un défi. Il est dans une contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'ils sont conscients qu'il ne faudrait pas continuer à reconduire la gouvernance des années Bouteflika, d'où les annonces d'ouverture en matière journalistique, médiatique, d'organisation. Je peux sourire un petit peu quand même. Et non, les annonces, j'ai dit les annonces, les promesses qui sont faites, et en même temps le fait qu'ils veulent conserver toutes les cartes en main, éviter justement la reproduction de ce qui s'est passé dans les années 88-91, donc contrôler tout processus politique et empêcher l'émergence de forces sociales autonomes. Parce que instaurer un régime démocratique, ça veut dire accepter de négocier avec des forces sociales autonomes un pacte politique et un pacte social. Or, tout ce qu'ils font vise à empêcher l'émergence de forces politiques, qu'elles soient syndicales, travailleuses, patronales ou autres. Et donc, ils veulent plus ou moins reconduire, disons, le régime, mais en sachant qu'ils ont en face d'eux quand même, aujourd'hui, un mouvement populaire qui n'est plus prêt à accepter la gouvernance telle qu'on l'a connue dans les années 80, enfin les années 2000, quoi, 2000-2010. Est-ce que c'est le scénario auquel tu t'attendais, Hossein Bellaloufi? C'est-à-dire un scénario où on reproduit un peu cette tentative de continuité? Je ne sais pas si je m'attendais. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où ils sont passés en force au moment de l'élection présidentielle, c'était pour conserver les rênes du pouvoir. Et donc, tout le pouvoir? De tout le pouvoir, ça dépendra de la force qu'il y aura en face. Mais si effectivement il n'y a pas une force suffisante en face pour imposer un certain nombre de choses, je pense que la tendance naturelle, la pente naturelle, c'est de conserver le maximum de pouvoir avec un certain nombre d'ouvertures. Je pense qu'ils feront un certain nombre d'ouvertures, mais pas très importantes. Pas très importantes, pour l'instant du moins. Pour l'instant. Des ouvertures, ils feront des ouvertures, on peut le penser, si le rapport de force change dans les semaines qui viennent? Oui, bien sûr, c'est élémentaire. C'est-à-dire quand tu as un mouvement social solide, organisé et qui continue à faire pression sur n'importe quel gouvernement, c'est une règle générale, c'est pas uniquement propre à l'Algérie. Vous avez des États qui peuvent baisser la garde, c'est-à-dire ou faire semblant de baisser la garde en attendant d'autres rapports de force. Mais dans le cas où nous sommes, je pense il y a un élément, c'est-à-dire il y a toujours redistribution.
c'est-à-dire dans la mesure où il y a recomposition d'alliances politiques, il y a toujours redistribution des cartes politiques, redistribution de certains pouvoirs, mais elles sont toujours, c'est-à-dire centralisées. Je vous donne, c'est-à-dire, mais dans le cas de Tebboune, justement, qui a été mal élu, hein, qui n'a pas d'assises populaires sérieuses, il ne peut pas s'autonomiser comme Bouteflika l'a fait. Parce qu'avec Bouteflika, il a pu quand même, au bout du deuxième, troisième, s'autonomiser relativement quand même par rapport à l'institution militaire. Mais on n'est pas dans le cas de Bouteflika. Louari va sauter dans son siège, parce qu'il n'aime pas cette expression du président qui s'autonomise des militaires. Oui, il s'autonomise. Même les rois, les empereurs, c'est-à-dire tu as des forces sociales, même ils sont dans le même système, mais tu as aussi des forces sociales. Je pense que c'est un truc classique. Toute l'humanité, on a vécu plusieurs expériences dans l'histoire de l'humanité. Depuis de belle lurette. Mais dans le cas algérien, c'est-à-dire on est dans cette phase-là, je pense depuis avec notamment l'éviction de Bouteflika, c'est-à-dire la nouvelle équipe qui est revenue, c'est-à-dire c'est faux de dire qu'il y a seulement une gestion sécuritaire, c'est faux, mais il y a d'autres alliances, d'autres acteurs en lice. Le régime a toujours cette capacité de coopter de nouvelles forces ou de nouvelles élites, soit politiques ou économiques. D'ailleurs, on l'a vu, il a pu encore neutraliser l'UGTA. L'essentiel du patronat, elle est avec lui, de la bureaucratie dans les administrations, y compris dans l'armée, une bonne partie des partis politiques, même s'ils se considèrent à la périphérie où il y a un peu d'opposition, quand on voit On parle d'Abdelmajid Tebboune, hein? Bien sûr, de Tebboune. Bien sûr. Se poursuivre. Bien sûr, ça va se poursuivre. Quand tu as des partis, c'est-à-dire comment il s'appelle, l'actuel porte-parole de la présidence, avant le 12-12, il était catégoriquement contre le scrutin. Mohamed Belal. Quand tu vois l'actuel ministre de l'Industrie, c'est-à-dire il était pour le vote, lui. Mais pour le vote, c'est-à-dire anti-Tebboune primaire, mais on le trouve actuellement, c'est-à-dire dans le gouvernement, tu as d'autres acteurs, c'est-à-dire qui ont été coopté, et pour le moment, c'est-à-dire face à cette situation, c'est le seul acteur politique, c'est-à-dire qui prend de l'initiative politique, pour le moment, c'est le régime, et il a les moyens. Pour le moment, de redistribuer des cartes et d'avoir d'autres alliances. Est-ce qu'on peut dire, Hassan Mouali, qu'il y a quand même, peut-être quelque part, un conflit entre une volonté de créer une deuxième république, la nouvelle république, un peu dans le discours d'Abdelmajid Tebboune, avec des ouvertures, des réformes, des concessions au mouvement populaire, et une volonté décrite par Louari Addi de la haute hiérarchie de l'armée de reconduire à l'identique sa manière de dominer la vie politique en Algérie. Est-ce que quelque part, à un moment donné, il n'y a pas un conflit qui a peut-être déjà existé, qui va continuer d'exister, qui est peut-être passé par le conflit autour du contrôle des services de sécurité. On a beaucoup parlé du sort du général Ouassine Bouazza comme étant celui qui était le dépositaire d'une manière de gouverner sécuritaire et qui, en tombant, peut-être, il ouvrait la porte à la possibilité de réforme. Est-ce que c'est du vent ou est-ce que ça existe ? Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Je peux me tromper, bien sûr. Mais connaissant un peu le pédigré politique d'Abdelmajid Tebboune, on l'a connu en tant que ministre et tout, moi, je me disais qu'il n'était pas capable d'être un homme d'autorité, un homme qui va vraiment qui va continuer l'œuvre destructrice des Bouteflika. J'avoue avoir été bluffé depuis janvier à ce jour. Ces campagnes anti-activistes, ces arrestations, cette reprise en force de toute... il a cassé tous les ressorts de la société. La loi anti-fake, qui est dangereuse. Voilà, criminalisation, soi-disant, discours de la haine, mais il y a une haine qui les arrange et l'autre qui ne les arrange pas. Donc je suis bluffé. Si vraiment c'est Abdelmajid Tebboune qui fait ça, je doute fort. C'est pour ça que je me dis que peut-être qu'il avait une feuille de route,
comme il avait dévoilé au soir de son élection, entre guillemets, le 12 décembre dernier, il avait dit que j'irai très loin avec le Hirak et tout ça, il n'y aura la contre-Khota, il n'y aura aucune limite pour la liberté d'expression. Donc ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi pas, on va lui donner le bénéfice, lui accorder le bénéfice du doute. Mais finalement, on est pratiquement au mois de juin. Si on scanne les cinq mois à dos, je pense que en matière de liberté, malheureusement, on peut dire qu'on était mieux sous Bouteflika. Ce n'est pas pour glorifier Bouteflika, mais on était largement mieux. Je parle de notre profession en tant que journaliste et les libertés en général. On a des journalistes en prison, on a des activistes en prison, on a des gens qui sont emmenés en prison pour des petits commentaires sur Facebook, mais oui, n'en a rien, comme dirait l'autre. Donc je suis très déçu par rapport aux promesses du candidat président et ce qu'on voit en ce moment. C'est terrible ce qui arrive. Après, je me dis peut-être la crise financière et sanitaire pourrait s'avérer être un mal pour un bien, malheureusement pour nous. Parce que généralement, historiquement, en Algérie, les acquis démocratiques, on a pu les arracher dans des moments de crise. 86, le choc pétrolier de 86, on a eu 88. Bon, on n'a pas su capitaliser, on n'a pas pu pour des raisons, pour diverses raisons, mais en tous les cas, quand le pouvoir ne peut pas s'acheter la paix sociale, ne peut pas acheter des élites politiques, et il est obligé de lâcher du lest. Je pense qu'il va le faire. Bon, en ce moment, ce n'est pas sa première politique parce qu'il est en train de recruter. Malheureusement pour nous, on doit reconnaître que le pouvoir, Tebboune et son équipe, sont en train de recruter. Il y a des gens qui ont eu des offres de recrutement. Il y a beaucoup d'offres dans tous les secteurs. Hassan, je t'apprends rien en te disant que beaucoup de journalistes ont rejoint le président. C'est devenu une rédaction autour de Tebboune. Mais pas que les journalistes. Il y a des gens, on a eu un philosophe, entre guillemets, je vais le dire comme ça, qui s'est exprimé sur l'agence publique, un entretien fleuve. Je n'ai jamais lu un entretien de Mohamedi sur n'importe quel média algérien, et subitement, voilà, un entretien à la PS où il dit globalement que le Hirak a été manipulé par une organisation non gouvernementale. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça en mars? Il était hirakiste, Mohamed Mohamedi, on le connaît, on l'aime bien, mais on aurait aimé qu'il nous dise ça mars, avril, mai, juin 2019, pas aujourd'hui. Et puis, je vais revenir, peut-être on aura l'occasion d'en parler sur l'histoire de le plateau télé d'avant-hier avec on en parlera. Voilà, ça pour dire que le pouvoir en ce moment, il y a la répression, il a essayé la répression, Tebboune a commencé sa présidence par des promesses d'ouverture, de liberté et tout ça. Ça n'a pas pris. Pour des raisons X, peut-être qu'il a été stoppé dans son élan, peut-être, je le dis comme ça. Après, ils ont recommencé les arrestations. Il n'était pas très fort son élan, hein, s'il a été stoppé. J'ose croire, quoique quand on est un membre du système Hassan, je suis convaincu qu'on n'en sort jamais indemne. Voilà, on est marqué à vie. Moi, j'ai le souvenir d'une autre époque où il y avait un certain Mouloud Hamrouch à la tête du gouvernement qui disait ça passe ou ça casse pour les réformes de marché, mais aussi les réformes démocratiques et politiques, et il imitait le sort de son gouvernement. L'élan n'est pas le même. Juste une question donc à notre ami à Washington. Pour revenir un peu à la haute hiérarchie de l'armée, professeur, est-ce qu'on peut dire réellement que c'est l'unité qui est son souci numéro un, la haute hiérarchie de l'armée? Parce que l'unité, Ahmed Gaïd Salah l'a déjà ratatiné. L'unité, il y a une vingtaine d'officiers supérieurs, de généraux qui sont en prison. L'unité, elle a été cassée avant même le 22 février, avec l'affaire des arrestations, la mise au pas du DRS, l'arrestation des adjoints du général Toufik. Après le 22, évidemment, ça s'est accéléré. Est-ce que c'est pas plutôt l'armée veut conserver sa domination de la vie politique et elle n'a pas les moyens intellectuels d'imaginer un autre scénario, tout bêtement? Mais vous venez de confirmer qu'ils ont renforcé leur unité en mettant en écart ou en prison certains récalcitrants. C'est ça l'unité. Le contraire de l'unité, c'est les divisions publiques. Il n'y a pas eu de division publique. Ah si, quand même. En mettant la haute hiérarchie, une partie de la haute hiérarchie en prison, c'est des divisions. C'est les pires des divisions. Non. La hiérarchie militaire, institutionnelle, officielle, elle est encore là. Et j'ai pas cité Rdiri. Hein.
Non, aussi. Ils ont mis en prison quelques-uns, mais ceux qui sont en prison n'ont pas suffisamment de relais pour diviser la hiérarchie. La hiérarchie, elle est unie. Je vois pas pourquoi tu dis ça, Hassan. Les autres, ils sont en prison. Et donc c'est ça le prix de l'unité, c'est celui-là. Et donc c'est juste préserver l'unité, c'est ça le souci de l'autre hiérarchie de l'ANP. C'est pas garder la main sur la vie politique du pays. L'unité est une condition nécessaire pour garder la main, non pas sur le pays, mais garder la main sur la désignation des élites qui dirigent l'État. Parce que il faut bien comprendre, le régime algérien n'est pas un régime militaire, c'est un régime policier. L'armée ne fait pas de politique en Algérie. C'est la hiérarchie militaire qui fait la politique. Et par quels moyens elle fait la politique? La hiérarchie militaire contrôle la présidence, la justice et la DGSN. Ce ne sont pas des unités paramilitaires ou militaires qui arrêtent les hiérarchistes. C'est la police, sur ordre de la hiérarchie militaire. Donc c'est un régime policier autoritaire. Et donc, ce régime-là, je ne pense pas qu'il va être reconduit. La hiérarchie militaire n'a pas les moyens de le reconduire pour deux raisons. En quelques mots. Ce régime, depuis 1988, il reposait sur deux facteurs, sur deux rentes. La rente pétrolière, qui est une rente financière, et la rente politique, qui est les islamistes. Or, aujourd'hui, le pétrole est à $30, et ça va être difficile d'acheter ou de négocier des alliances avec $30. Et les islamistes sont en perte de vitesse. Ils n'ont plus, comment dirais-je, ils n'ont plus ni la capacité de ramener une base électorale, ni la capacité d'être l'épouvantail qui fait peur. Et donc, le régime a perdu deux de ces instruments qu'il utilisait pour s'imposer à la société. Je ne veux pas dire que le régime va s'effondrer, mais le régime va être obligé de tenir compte, ne serait-ce que s'il veut solliciter la société économique, notamment le privé, et même le public, pour produire. Parce que le grand problème de l'Algérie, c'est que son économie ne produit pas. Et donc, avec une absence de liberté de la presse, avec une absence d'autonomie de la justice, vous avez la corruption. Et la corruption tue l'économie. Voilà la contradiction fondamentale à laquelle est exposée la hiérarchie militaire. Alors, je vais poser la même question ici sur le plateau. Est-ce que l'absence de ces deux facteurs qui ont entretenu le régime autocratique que vient de nous décrire le professeur, leur absence, on peut être d'accord pour dire qu'ils se sont estompés. La rente pétrolière, c'est évident. Les islamistes, ça peut être plus discutable, mais on peut aussi souscrire à cet argument. Est-ce que le mot obligé, vous considérez que le pouvoir est obligé de faire une ouverture parce que les deux arguments sur lesquels il pouvait, les deux piliers de son régime autocratique sont en train de tomber? Celui qui veut répondre. Enfin, d'abord, je tiens à préciser que pour moi, nous avons un régime qui n'est pas simplement policier, qui est un régime autoritaire où l'armée joue à une place centrale. La haute hiérarchie militaire a une place centrale. C'est pas simplement parce que la police arrête les hiérarchistes et pas les policiers et pas les militaires, mais c'est parce que l'armée fixe les règles du jeu et désigne, fait les rois, désigne les rois, elle est faiseuse de rois. Donc c'est un régime, mais je le qualifierais pas de militaro-policier, parce qu'effectivement ça n'est plus une dictature depuis 88. Ça n'est pas une démocratie. Et justement, la crise, elle provient de là. C'est-à-dire qu'on a un régime qui reconduit toutes les conditions de la crise. Il n'est pas libéral, il n'est pas antilibéral, il n'est pas démocratique, il n'est pas dictatorial, il n'est pas islamiste, il n'est pas laïque. Et on pourrait continuer comme ça. Donc il reconduit en permanence les conditions de la crise. Il est incapable de régler un problème dans un sens ou dans un autre. Alors en ce qui concerne les questions économiques, moi je crois que la crise, son origine, elle vient du passage à l'économie de marché. Elle vient de la politique qui a été initiée par Chedli, parce que cette politique a brisé le consensus social. Boumedienne était un dictateur, Ben Bella avant lui était un dictateur, mais il avait un projet de développement économique qui intégrait
des couches les plus populaires, avec des limites, des contradictions sur lesquelles on pourrait s'étendre. Mais il y avait un consensus social. À partir de Chadli, petit à petit, et surtout ensuite de manière plus en plus rapide, on brise le consensus social. Or, sans consensus social, il ne peut pas y avoir de démocratie. Parce que la démocratie, elle a une base matérielle. La base matérielle, c'est que les dominés acceptent, soient consentants. Il ne s'est pas reconstitué ce consensus avec le baril à $140 et la politique redistributive des années Bouteflika? Non, je ne crois pas. Disons que ça a peut-être empêché, une dégradation rapide de la situation et une explosion, etc. Mais bon, moi, je ne partage pas la vision de la paix sociale. Hein. Je suis contre cette idée de le pouvoir achète la paix sociale. Je crois que le pouvoir tient compte d'un rapport de force, c'est-à-dire que dans la société, aussi désorganisée soit-elle, elle lutte. Et donc il est contraint de lâcher sur le logement, sur les revendications, etc. Et moi je trouve que c'est une bonne chose. Parce que si on ne veut pas la paix sociale, qu'est-ce qu'on veut? On veut la guerre sociale. C'est-à-dire on veut une démocratie qui s'arrête à la porte des usines, parce qu'actuellement, on voit que des gens combattent pour la démocratie, mais dans leurs propres usines, leurs propres entreprises, il n'y a aucune démocratie. Il n'y a aucune liberté syndicale, il n'y a aucun respect de la législation du travail. Donc, je crois que le problème est beaucoup plus profond. Et je crois qu'il avait été abordé il y a 1 ou 2 séances avec Fatia Abou, qui disait il y a une crise d'hégémonie de la bourgeoisie en Algérie. Et sans hégémonie, il est difficile de reconstruire un pouvoir. Crise d'hégémonie, nécessité de produire un nouveau corpus idéologique pour dominer. Et aujourd'hui, le philosophe que tu as cité, Hassan, peut-être qu'il fait appel à d'autres, il s'agit de réarmer de manière doctrinale les prochaines années la domination. Avant, c'était la FLN, c'était facile, hein, c'était la légitimité, 1er novembre 54, etc. Aujourd'hui, il faut trouver... Les Chinois, ils peuvent avoir une dictature, ils ont des taux de croissance, ils ont fait sortir 600 millions de personnes de la pauvreté en 15 ans, et ils ont une légitimité. C'est quoi la légitimité d'un régime autocratique algérien? Moi, je pense que ce régime n'a pas de légitimité et il ne pourra jamais avoir de légitimité. Il ne pourra même pas, je sais pas, il ne peut même pas avoir, il n'a pas d'idéologie, ce pouvoir. C'est un pouvoir, bon, tout à l'heure, Hussein, il a développé une espèce de régime hybride. Il est contraint d'acheter la paix sociale, il va le faire parce qu'il a un intérêt. L'intérêt, c'est de garder le pouvoir. Après, à qui appartient le pouvoir? Moi, je suis de ceux qui pensent que l'armée, la place de l'armée est prégnante dans le paysage politique algérien. C'est elle qui désigne, qui fait et défait les présidents. Et donc, moi, je pense pas qu'ils soient libéraux, communistes ou quoi. Ils se posent pas de questions. C'est des gens qui sont là depuis 62. Je vais reprendre une formule chère à Kélim Tabo, c'est un seul mandat depuis 62 à nos jours. Donc après, bon, on change de visage, on recrute de nouvelles têtes. Là, quand tu vois le jeune avec Ben Ataya, je sais pas moi, qui est invité sur les plateaux télé et tout ça, on le présente comme étant la jeunesse algérienne du Hirak et tout ça. Tu comprends tout de suite. Il est moins invité ces derniers temps quand même. Non, il a été invité je m'en fous, mais il a été invité sur le plateau de la télévision algérienne la semaine dernière. Donc on comprend tout de suite où est l'intérêt de ce régime. Il peut quelle petite réformette, il peut s'en contenter pour passer un cap. Tout le monde pensait que Ben Salah allait rester maximum 45 jours de mois. Finalement, Djaboubina, c'est 6 mois ou 8 mois. Donc, Tebboune, beaucoup pensaient aussi que ça peut être un président de transition. Non, ils vont tout faire pour que les choses restent en l'état. Après, ils ont beaucoup de leviers. Il y a la carotte et le bâton en fonction des possibilités. Et la seule chose, moi, je pense que le seul régulateur en ce moment, c'est malheureusement la situation financière du pays qui peut faire basculer l'Algérie dans un processus démocratique. Je vais dire un processus démocratique. Moi, je ne vais pas m'arrêter sur... Est-ce que c'est si vrai que ça? Je le souhaite, mais après, je ne vois pas quand même les... Je repose ma question. On peut dire, est-ce que les militaires sont capables de... Est-ce que la précarisation de beaucoup d'Algériens dans leur emploi, dans leur vie sociale, etc., est-ce que c'est quelque chose qui va
Ça peut renforcer le mouvement populaire. Absolument. Le Hirak, et est-ce que ça va aller vers la démocratie, pousser vers la démocratie? Moi, je m'attends à ce qu'il y ait des... Enfin, c'est pas un appel que je fais, mais je m'attends à la lumière des événements. Vous savez très bien qu'il y a des milliers de postes d'emploi qui sont perdus. Il y a des centaines d'entreprises qui ont fermé. Donc, d'ici, je sais pas, de 3, 4, 5, 6 mois, il va y avoir une crise sociale. Il peut y avoir des mouvements sociaux, pas politiques, pas Hirak, mais des mouvements sociaux. Donc, les Algériens qui étaient un peu... qui avaient pris leur distance à l'égard du Hirak, forcément, ils vont grossir les bataillons, sans en être convaincus politiquement. Samir Larabi, tu as ce sentiment? C'est un peu compliqué, c'est-à-dire de répondre. Je vais revenir sur la question, d'abord sur la question du régime. C'est-à-dire, moi je considère qu'il ne faut pas considérer le régime comme un cabinet noir, où là, cabinet noir, inodore, incolore, où là ils sont en train de la conspirer. On a un régime comme tous les régimes du monde, où bien sûr, c'est propre à notre histoire. C'est-à-dire quand on dit la hiérarchie militaire, ce n'est pas le cas de l'Égypte, où c'est des militaires de profession, de carrière, qui ont fait un coup d'État et qui ont pris le pouvoir. Non, nous c'est le contraire. C'est-à-dire c'est d'abord des militants politiques qui sont devenus après militaires et qui ont pris les rênes, mais avec des alliances. Il y a toujours des alliances. Ils composent toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun régime où il y a une caste au monde qui gouverne seul, y compris dans c'est-à-dire dans des régimes comme le Maroc ou l'Arabie Saoudite. Il y a toujours des alliances et ils composent. Et nous, c'est la même situation. Je m'arrête une seconde sur le Maroc. On aurait pu penser quand même qu'en Algérie, compte tenu de tout ce qui s'est passé, on pouvait aller vers un minimum standard de fonctionnement institutionnel, comme au Maroc, avec un projet de constitution qui permet de choisir le Premier ministre dans l'organisation qui a gagné les législatives. Au Maroc, ce sont les frères musulmans du PJD qui gouvernent. Mais voilà. Qui appliquent la politique du roi. Mais qui gouverne. Mais c'est un gouvernement qui choisissent le gouvernement en partie sur certains postes. On sait que c'est bancal, mais c'est mieux qu'en Algérie, parce que le président fait ce qu'il veut. En Algérie, il peut choisir le Premier ministre qu'il veut, indépendamment de la majorité parlementaire. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait au minimum cela. Il n'y a pas ça. Je referme la parenthèse parce que... On a été déclassé politiquement. C'est-à-dire, j'ai perdu le fil. Quand on parle... La question de départ, c'était quand les mécontents de la crise sociale Covid-19 vont arriver, est-ce que ça aide les alliances ou est-ce que ça va plutôt provoquer du désordre? Est-ce que ça aide je ne pense pas que ça va provoquer le désordre. Je ne pense pas. Mais possible, c'est une hypothèse. Est-ce que ça va aider le Hirak? Oui, c'est-à-dire oui et non. Ça dépendra des attitudes des forces sociales en lice. C'est-à-dire quand on voit, c'est vrai, la conjoncture d'ici quelques mois ou quelques semaines, c'est-à-dire on peut s'attendre, c'est-à-dire à une rentrée sociale houleuse où des catégories vont bien sûr protester. Et l'enjeu est comment faire jonction entre justement ces luttes catégorielles et le Hirak, et le Hirak, parce que pour le moment, c'est-à-dire la tendance lourde du Hirak, elle n'intègre pas, premièrement, elle n'est pas organisée, il n'y a pas de direction, il n'y a pas ni tactique, ni stratégie, c'est pas un truc... ça c'est un autre débat. Oui, c'est le débat, bien sûr. Quand on parle de force sociale, c'est-à-dire qu'il faut coordination, ajuster. Est-ce qu'on va arriver qu'il y ait jonction entre ces dynamiques-là, contestataires ou pas. C'est là. Et si on réussit justement, c'est-à-dire à s'organiser davantage et faire jonction et coordonner nos actions, là il y a de véritables possibilités, pas uniquement, c'est-à-dire même la barre de nos revendications, de revendications populaires, c'est-à-dire peuvent être augmentées, et là on peut s'attendre à de véritables changements à l'avenir, et pourquoi pas même un changement fondamental de la nature de l'État. Forcer la main au pouvoir. De l'État national. C'est-à-dire on ne sera pas dans le stade d'exiger des réformettes institutionnelles ou des petits acquis, mais au contraire, c'est au peuple, c'est à nous qui vont, c'est-à-dire qui vont reconstruire cette nouvelle république.
C'est ça, il lui donnait le contenu politique et social, c'est-à-dire qu'on le veut, qu'on veut, c'est-à-dire sur la question des libertés démocratiques, des libertés syndicales, sur la question sociale, c'est-à-dire de l'éducation. Le projet institutionnel du changement radical. Non, ça ne se résume pas à la question d'institution, mais de projet. Un projet politique intégré. Économique et social. Le Wari a dit, est-ce que, alors, pour revenir un peu à cette saillie de Hussein Belaloufi qui avait l'air de déplorer l'abandon de la cohésion sociale des années boumediennes, les chavistes au Venezuela en maintiennent une cohésion sociale, ils veulent pas d'économie de marché, ça n'empêche pas la crise d'être là. Est-ce que, parce que en fait c'est le scénario que nous redoutons, nous avons des revenus pétroliers comme le Venezuela, nous avons un régime autoritaire comme le régime chaviste au Venezuela, nous avons un régime autoritaire qui a perdu sa boussole, qui a perdu ceux qui l'ont fait, parce que Chavez lui-même est parti, donc on est avec Maduro, on est dans une pâle copie. Est-ce qu'il risque pas d'y avoir une fixation, pas d'ouverture, pas de revenus, et on s'enfonce, et même avec l'arrivée de gens qui sont en crise, au Venezuela, ils ont choisi d'aller dans la Colombie voisine. Chez nous, ils iront sûrement pas au Maroc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même ce scénario du pire? Vous dites, professeur, il ne peuvent pas rester comme ça, mais peut-être que si, peut-être qu'ils vont rester comme ça. Alors, bon, l'approche comparative en sciences politiques, c'est bien, mais elle a ses limites. Elle a ses limites parce que chaque régime a ses spécificités, son ancrage historique. Et donc il faudrait faire l'approche comparative en conclusion, pas en introduction. Et donc, alors, moi je rejoins ce qu'a dit Hassan Maouli tout à l'heure. Le régime algérien, c'est-à-dire le régime algérien, ceux qui détiennent le pouvoir, n'ont pas de projet politique. Ils sont prêts à mettre en avant dans le discours n'importe quel projet pourvu qu'ils gardent le pouvoir. Et donc, c'est un peu le pouvoir qu'en fin en soi. C'est pour ça qu'il y a eu en Algérie, on est passé du socialisme de Boumediene au capitalisme libéral de Chadli Bejdid. Parce que l'essentiel pour eux, c'est de garder le pouvoir. Et là, il faut historiciser. Nous sommes dans le pré-politique. L'Algérie est un jeune État. C'est un très jeune État en construction. Et c'est pour ça que je considère le Hirak comme un début de la seconde étape de la construction. Parce qu'il y a 3 éléments à prendre en compte, je pense, pour analyser le régime algérien. Il faut analyser le régime en lui-même, son histoire, son fonctionnement, sa structure, etc. D'un autre côté, il faut analyser la population. La population est forcément politiquement hétérogène, il y a des forces sociales antagoniques. Et il y a ses aspirations, qui elles aussi peuvent être contradictoires. Et troisièmement, l'articulation de ces 2 éléments. Et tout ça dans un contexte historique, dans une idéologie dominante, etc., etc. Alors pour revenir à ta question... sur le Venezuela? Sur le Venezuela, moi je pense que ça va être très très difficile avec un pétrole à $30. Ça va être très très difficile. Le régime va être obligé de lâcher du lest en matière d'autonomie de la justice et en matière de liberté de la presse. Sinon, la corruption va faire tomber le régime. Le Wari a dit on attend plus que ça, hein, autonomie de la justice et liberté de la presse. On attend une majorité parlementaire autonome issue, émanation du peuple qui élit librement ses On ne peut pas se contenter d'un peu plus de liberté de la presse et un peu plus d'autonomie de la justice. C'est les exigences des forces sociales qui tiennent à la démocratie, les demandes démocratiques. Mais moi je parle du régime, de la hiérarchie militaire. De ce que lui est prêt à lâcher. Elle sera prête à lâcher relativement de la marge pour la presse et pour la justice. Sinon, la corruption va porter atteinte à ses intérêts fondamentaux comme elle l'a fait durant la période de Bouteflika. Durant la période de Bouteflika, c'est la corruption qui a fait chanceler la hiérarchie militaire. La hiérarchie militaire a failli perdre le pouvoir par le Hirak. Le Hirak, c'est une explosion. L'Algérie est devenue le pays le plus corrompu au monde. Et là,
je pense que les militaires, la hiérarchie militaire, pour garder le pouvoir, elle va faire attention, et pour cela, elle sera obligée de donner un peu de liberté aux journalistes et à la presse, aux journalistes et à la justice. Oui, bon, on va s'en contenter. Hussein ? Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que quand on analyse le régime, moi je ne suis pas d'accord avec l'idée que depuis 62 c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit un seul aspect, c'est l'aspect continuité, le caractère autoritaire du pouvoir, mais on rate la rupture. Et la rupture, moi je la situe à 80. 79, 80, l'arrivée de Chadli, il y a deux projets différents. Il y en a un qu'on appelle un projet de capitalisme d'État, appelé socialisme ou pas, bon ça c'est un autre débat, qui visait non seulement à jeter les bases d'une industrialisation dans le pays, qu'on peut critiquer ou pas, à faire jouer à l'État son rôle de stratège, à planifier l'économie, à affronter les grandes puissances sur le marché mondial pour un nouvel ordre économique international. Il y avait une certaine dynamique. Celle de Chadli est une autre dynamique. Chacun est libre de choisir la dynamique qu'il veut. Ce sont des dynamiques économiques, pas politiques. Économique, sociale et politique. La dynamique politique, c'est la même. Économique, sociale et politique. C'est-à-dire que derrière la continuité apparente sur le plan politique, de ce qui est visible, il faut voir ce qu'il y a derrière, en dessous, les forces sociales. La crise politique a commencé d'abord à l'intérieur du régime, entre les deux ailes, l'aile libérale et l'aile étatiste, à l'intérieur même du FLN pendant les années 80. Il y a eu une lutte interne qui a abouti, en partie avec le mécontentement social, à l'explosion d'octobre 88. Donc on ne peut pas réduire l'histoire de l'Algérie simplement à la continuité de la superstructure autoritaire du régime. Hussein, si tu permets, oui. Nous aussi, ça ne nous intéresse pas trop de parler de l'infrastructure. Ce qui nous intéresse, c'est la superstructure, ce sont les acquis politiques. Quand on parle de l'Algérie de 62 à nos jours, je suis désolé, on ne peut pas dire que la période de Chadli était magnifique en termes de liberté, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai pas dit ça. Pas plus que celle de Boumedienne d'ailleurs. Non. Après, économiquement, je suis d'accord avec toi. C'est pas les mêmes. Hassan, tu n'es pas en train de parler dans le micro. Hein. Bien sûr. Non mais pousse le micro vers toi. Tu as le droit de parler de ce que tu veux. Moi, je parle de ce que je veux moi. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que pour moi, le politique n'est pas détaché de l'économique et du social. Oui, ils sont liés, bien sûr. Et il y avait des forces sociales. La bureaucratie du FLN représentait des catégories sociales. Les porteurs du projet libéral étaient l'expression de forces sociales minoritaires qui petit à petit avec le temps se sont développées et ont aspiré à passer à l'économie de marché. Donc il y a des forces sociales, on ne peut pas simplement focaliser sur des individus, Ben Bella, Boumedienne, Chadli, ça peut être des repères, mais on ne peut pas focaliser sur des individus ou simplement sur la hiérarchie militaire ou sur le tel personnage ou telle structure. C'est un ensemble, c'est une société vivante avec des contradictions économiques, sociales, politiques et qui s'expliquent et qui sont liées organiquement. Donc, il faut qu'on lie les deux. Et je crois que le pouvoir a décidé de passer à l'économie de marché. Simplement, il y a des contradictions à l'intérieur de ce pouvoir. Entre des forces que j'appelle, moi, des forces ultra-libérales qui voudraient libéraliser totalement, ce que voulait faire par exemple à un moment donné, où Yahya en disant on va vendre tout le secteur public, on ouvre l'économie, et puis d'autres forces, ou les mêmes, qui à un moment donné va te dire le patriotisme économique, etc. Mais il y a des contradictions, ça les traverse, parce qu'il y a des intérêts. Comment expliquer que par exemple Yahya en 2009, c'est lui il se disait le chantre du patriotisme économique, et en 2014 il te dit on va tout vendre. C'est pas normal. Comment se fait-il que Yahya ait changé comme ça de A et à Z? Ça veut dire que ce pouvoir, il n'en a cure de l'idéologie, il s'en fiche éperdument de l'idéologie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de garder le pouvoir. Parfois, pour des circonstances historiques, font qu'il est obligé de faire alliance avec des forces de gauche, par exemple, parfois avec des libéraux. Moi, je ne pense pas qu'il ait vraiment une doctrine. Si je peux terminer, Bark. Ouais, vas-y, pardon. Ce que je veux dire, c'est que s'il y avait un projet, sous Boumedienne, il y avait un projet. On peut le partager ou ne pas le partager, mais il y avait un projet de développement national. Si, contrairement au Maroc, l'enseignement a été massif en Algérie.
tous les gens qui critiquent le pouvoir ont été à l'école de Boumedienne. Dans les années 60-70, au Maroc, une petite minorité seulement pouvait aller à l'université. Et les études de médecine, elles faisaient où? Elles se faisaient à Paris. Les Tunisiens, ils venaient en Algérie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que nous croyons la réalité. L'État national algérien... On avait de l'argent. Non, mais l'argent, on peut en avoir. Au Brésil, ils ont eu beaucoup d'argent. La question, Hussein, c'est quel est le projet? Quel est le projet? La question, puisque tu as évoqué ce sujet-là. Projet autoritaire, Boumedienne, projet développementiste, capable de faire des taux de croissance d'une année à l'autre impressionnants. Très bien. Avec quasiment le plein emploi, etc. Merci la rente qui a beaucoup aidé et tout. Ça permet d'être autoritaire. On va te donner la parole, professeur, rapidement pour rebondir sur le sujet. Ça permet d'être autoritaire. Ça permet d'envoyer des gens en prison, de dire vous allez vous taire et personne ne va protester parce qu'entre-temps, vous garantissez l'emploi, le gîte, etc. etc. Ma question pendant cette émission, c'était comment faire un projet autoritaire sans ce projet développementiste dont on est d'accord pour dire qu'il est absent, qu'il n'est pas là. À l'époque, comment le faire? À l'époque, les oppositions étaient marginalisées à l'époque de Boumedienne. Oui. Les oppositions étaient marginalisées parce qu'il y avait effectivement... C'était interdite, carrément. Mais si elles interdites, elles étaient marginalisées parce que la grande masse de la population bénéficiait quelque part du projet de développement. La massification de l'enseignement, la médecine gratuite. Oui. Je lui donne la parole là, rapidement, le professeur, je te reviens. Tu voulais dire quelque chose, Hawari? Oui, je voulais dire, bon, c'est très sympathique ce que dit Hussein. Il y a des choses vraies dans ce qu'il dit. Mais en même temps, il y a un grand défaut. C'est que les années 60 de Boumedienne, c'est au lendemain de la guerre de libération, avec la légitimité révolutionnaire et avec les profondes aspirations de la population au développement. Il ne pouvait pas y avoir un autre discours que celui de l'étatisation, etc., etc. Mais c'était pas qu'un discours, c'était une politique. Non, c'était une politique incohérente et contradictoire et qui a échoué. Et c'est l'échec du projet de Boumedienne qui a mené au libéralisme sauvage de Chadli. C'est des tendances objectives. Je fais une hypothèse, c'est juste une hypothèse théorique. Si Boumedienne était resté vivant, probablement, ou peut-être que dans les années 80, il aurait ouvert. Quelle est la faiblesse du projet de Boumedienne? La sincérité de Boumedienne était réelle, mais son projet ne pouvait pas réussir parce qu'il écartait les syndicats, il écartait les oppositions, comme vous dites. Le développement demande un minimum de fonctionnement démocratique qu'il refusait. Il pensait que le développement prend son origine de l'État. Or, le développement prend son origine de la société, encadrée par l'État. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement de régime. C'est le même régime. Dans les années 80, c'est le même régime qui voulait s'adapter à l'échec de son prédécesseur. Voyez-vous? Et là, nous sommes dans une autre étape. Il y a eu un changement. Le grand changement, c'est 88. Et la population a obtenu le droit de critiquer le pouvoir formel. Et le Hirak veut obtenir le droit de critiquer le pouvoir réel lorsqu'il crie les généraux. Ah, c'est une belle formule, ça. Oui. 88 permettait de critiquer le pouvoir formel et février 2019 demande à critiquer le pouvoir informel et pas seulement le critiquer. Ça, c'est une belle formule. Ça, c'est fécond comme formule. C'est pour ça qu'il faudrait restituer tous ces problèmes politiques dans un sens historique, dans un sens historique. C'est ce que nous avons fait durant cette émission. On va malheureusement devoir finir parce que on nous a pas donné les laissez-passer pour le couvre-feu et il reste plus que 1h25 avant le couvre-feu dans la ville d'Alger. Je vais donner encore la parole à Samir Larabi qui voulait réagir tout à l'heure sur la typologie sociologique, j'imagine. Non, c'est-à-dire... Tout en finissant l'émission. Pas de souci. C'est-à-dire, en 2-3 minutes, je peux résumer ce que je veux dire. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que ce régime n'a pas de projet politique. C'est faux. Il a un projet politique, il a des alliances, il a des institutions. Rester au pouvoir. Non, pas forcément. C'est-à-dire, il a un projet politique. Il a un projet politique du point de vue de liberté, de tout ça. Il est autoritaire. Du point de vue économique, de plus en plus, il a une inclinaison, c'est-à-dire une inclinaison libérale, voire néolibérale. Quand on voit les lois de finances, sur la question du gaz de schiste, sur la question du pétrole, sur la contractualisation sur la santé, quand on voit, il commence à remettre en cause... Il est obligé.
Pas forcément. C'est ce qu'il fait. Obligé, pas obligé, c'est un autre détail. Sur la continent. Oui, معليش. Vous pensez qu'il est obligé? Moi, non. C'est un autre débat. Quand les actes qu'il fait, les politiques, les lois de finances, quand on décortique ça, les contrats avec les multinationales, les trucs ça, c'est-à-dire de plus en plus, il a une inclinaison. Il a une inclinaison de plus en plus néolibérale sur le code du travail, sur le système de santé, de retraite, de protection sociale, de transferts sociaux. C'est-à-dire quand on voit ça, c'est-à-dire de plus en plus, il ne peut pas, c'est-à-dire il y a un truc important à souligner. C'est vrai, c'est plein de contradictions. C'est normal par rapport à un processus de construction d'une formation sociale bien précise. Quand on parle, c'est-à-dire dans un pays arriéré économiquement où la bourgeoisie n'a pas cette légitimité historique, notre bourgeoisie n'a pas fait de révolution, n'a pas réellement participé à la révolution, c'est-à-dire elle n'est pas à l'avant-garde sur la question des libertés démocratiques, sur les questions des libertés, de toutes les libertés larges ou de s'autonomiser. Ça dépend. Moi, je considère que les actionnaires de Interface Média et les sponsors de cette émission font partie de la bourgeoisie qui est favorable aux libertés, qui soutient une forme d'expression. Mais ils n'ont pas formé des partis ou des syndicats, des trucs homogènes, des trucs. Quand on voit ils sont, c'est comme ça, les commerçants. Certains, c'est exactement ce que fait le pouvoir. Mais c'est ça la nature de la société et de la complexité. Absolument. C'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire avec le Hirak, il y a un fait nouveau. C'est que le régime a gardé, je pense, les anciennes alliances. On n'est plus dans la situation des années 80-70. Par exemple, c'est l'instituteur ou le petit cadre de la fonction publique qui est le cadre intermédiaire qui fait l'opinion publique. C'est-à-dire pendant les années 80 qui a fait la force du régime en partie. Maintenant, c'est-à-dire depuis des années, notamment ça s'est accéléré avec Bouteflika, il y a d'autres forces sociales, compradores, mafieuses, plutôt bureaucratiques et qui est coupée de la vie sociale, coupée quand même. Il y a une véritable distanciation sociale et qui explique en partie aussi la crise d'hégémonie du régime qui s'est accélérée et accentuée avec le Hirak. Maintenant, c'est-à-dire le régime, il n'a plus l'hégémonie qu'il avait auparavant. Mais et donc le débat, c'était, n'ayant plus cette hégémonie, est-ce qu'il allait recomposer son pouvoir en ouvrant la porte à d'autres forces qui puissent gouverner en même temps, ou s'enfermer dans plus de répression? C'était le sujet qu'on a essayé de traiter aujourd'hui. Moi, je termine par là. D'ailleurs, tout à l'heure, je discutais avec Hussein sur cette question, c'est-à-dire qui démontre, c'est-à-dire la perspective qu'il nous offre. Dans le truc, l'avant-projet sur la Constitution, dans les motifs d'explication, c'est-à-dire par rapport aux amendements, ils ont écrit quoi? La commission a exclu un éventuel régime parlementaire parce que la sociologie politique du pays ne le permet pas. Parce qu'ils avaient un ordre de mission. Non, c'est pas, mais c'est un texte officiel de tout ça. C'est un truc grave. C'est-à-dire pour eux, il y a cette vision patriarcale. Le Ouari a une explication très efficace là-dessus. L'armée dirige. Pour diriger, l'armée a besoin d'un poste où les pouvoirs sont concentrés. C'est la présidence de la République. Ça permet d'avoir de nommer un président. Alors que le parlementarisme, c'est plus compliqué. Absolument. Mais ce qui montre que la philosophie autoritaire, les vérités autoritaires demeurent. Je ne pense pas qu'ils vont céder d'ici. Ah non, mais ça, on l'a constaté depuis bien longtemps. Et on l'a constaté notamment au Café Presse Politique, dans l'animateur étant présent depuis 60 ans. Il y a plus grave. C'est-à-dire, cette thèse-là, c'est une thèse néocoloniale, eurocentriste. Bien sûr, dire qu'on ne peut pas faire le parlementarisme en Algérie. C'est grave. Oui, normalement, ces gens-là, je ne sais pas comment. Racistes, bien sûr. Comme si le peuple n'est pas autonome, on est encore bougnoul ou des indigènes. On l'a compris. Des indigènes. Et là, il donne la preuve dans un texte écrit. Samir, on peut relever quand même, et on va terminer cette émission, qu'en Tunisie, en dépit de toutes les difficultés, le régime est en train de se reproduire sur la base du parlementarisme et que ça fonctionne. Le Ouari a dit merci beaucoup de t'être réveillé un peu tôt ce matin pour participer avec nous au Café Presse Politique. On va essayer cette formule une autre fois, bientôt. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À très bientôt.
À très bientôt et merci de représenter les couleurs de l'Académie de l'Université algérienne à l'Université de Georgetown. Hassan Mouali, merci d'être revenu au Café Presse Politique. Hussein Bilaloufi, merci d'avoir été avec nous. Et Samir Larabi, merci d'avoir animé ce numéro. À très bientôt, nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Le Café Presse Politique est toujours avec vous. Radio M est toujours avec vous. Vous pouvez accéder à radio-m.info avec un VPN, un VPN aussi à Maghreb Émergent qui sont toujours, contrairement à ce qui a pu être dit ces dernières 24 heures, censurés en Algérie pour les publics algériens. Merci. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.